Aujourd'hui, on est toujours au milieu des fêtes, c'est toujours le rush. Ça part dans tous les sens, on fait encore ce qu'on peut, c'est-à-dire on peut peu. Résultat, petite explication de texte. On va voir et je vais patauger en direct sur un poème fort classique, fort difficile, bien connu. On va parler un peu de Ronsard. J'ai déjà parlé un peu de Ronsard il y a quelques temps en vidéo sur un poème que j'aimais bien, évidemment, tant qu'à faire. Là, j'ai eu envie de parler d'un poème que j'aime et que je déteste. Et on va essayer d'explorer précisément cette ambivalence, puisque si c'est compliqué, c'est évidemment que c'est intéressant. Amour de Cassandre, poème 20, page 33 de l'édition Gallimard des Amours. On va le noter comme ça. Alors, voilà, les Amours de Ronsard, en fait, ce sont 3 recueils de poèmes dédiés, consacrés à 3 femmes, Cassandre, Marie et Hélène, qui vont avoir des attributs, des types, si l'on peut dire, des typifications un peu différentes, et donc jouer aussi des rôles de muses poétiques différentes et conditionner ainsi des formes poétiques différentes. Ça ne veut pas dire forcément au niveau du sonnet, mais plutôt au niveau des registres. Et donc Cassandre, c'est l'amour guerrier. C'est la grande guerrière qui fait peur et donc qui va susciter, et bien pas forcément directement l'impuissance, encore qu'elle arrive, mais avec... il y a quelque chose de l'ordre de l'amour guerrier, de l'amour conquérant, qui évidemment est particulièrement intéressant. Mais Ronsard est quand même assez intéressant pour faire des poèmes splendides. Et c'est indiscutable. Ronsard, c'est très très beau. Et aussi offrir, pourrait-on dire, les 50 nuances de viol. On y va. 20. Alors, on est en plein 16e siècle, il faut quand même dire des choses comme ça. Je vais même oublier la date des amours. 1974 pour Gallimard, bon, on est content. Mais c'est très très beau. Donc là, voilà, moi je vais vraiment explorer un... Je sais pas où je vais, hein, on est comme toujours en roue libre. 16e, mais je sais plus quel moment du 16e. Bon, voilà. Amour de Cassandre, amour de Marie sur l'amour de Marie, sonnet pour Hélène. J'ai oublié les dates des différents livres, mais bon, c'est pas essentiel. C'est très étudié, on est en poésie très traditionnelle. Bon, voilà, on y va. Je voudrais bien, richement jaunissant, en pluie d'or goutte à goutte descendre dans le giron de ma belle Cassandre, lorsqu'en ses yeux le somme va glissant. Puis je voudrais, en taureau blanchissant, me transformer pour sur mon dos la prendre, quand, en avril, par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs ravissant. Je voudrais bien, pour alléger ma peine, être un narcisse et elle une fontaine, pour m'y plonger une nuit à ses jours. Et si voudrais que cette nuit encore fût éternelle et que jamais l'aurore, pour m'éveiller, ne ralluma le jour. Donc un sonnet absolument superbe, avec une structure, alors je ne sais plus quels sont les Français et les Italiens, en tout cas on va la reprendre en ABBA, donc rime embrassée, jaunissant, descente, cassante, glissant, ABBA, deuxième strophe, deuxième quatrain, blanchissant, prendre tendre, ravissant, qui passe ensuite, donc avec alternance très traditionnelle, absolument respectée par... très traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on invente la tradition du sonnet. Hein. Donc pour nous c'est traditionnel, ça l'est pas à l'époque de Ronsard. Mais l'alternance des rimes féminines et masculines, les rimes masculines, ce sont celles qui vont avoir un son, on va dire, plein, les rimes féminines avec un E muet. Donc ça permet d'avoir des entrelacements symboliques de rimes, évidemment de sons, plus ou moins appuyés. Donc évidemment la faiblesse serait du côté féminin. Et en plus de montrer des entrelacements du masculin et du féminin, c'est-à-dire une simulation érotique dans le schéma rimique. Donc on était en ABBA, ABBA. Alors glissant, blanchissant, tendre, ravissant. Et on passe à NN, peine fontaine, donc CC, D,
E-E-D. Donc ça, on serait dans un schéma, me semble-t-il, plutôt italien, avec des rimes embrassées à la fin. Et voilà. Ça, on en avait parlé notamment pour parler de Baudelaire. C'est complètement du Ronsard. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc on est dans Les Amours de Cassandre, le grand recueil amoureux de Ronsard, celui qui le fait connaître, et qui est déjà une espèce euh, de variation, d'ensemble de variations absolument virtuoses sur le thème amoureux, qui sont plus ou moins adressés ou fictivement adressés à Cassandre Salviati, qui serait une vraie jeune fille. Bon, mais ça, on le sait, ce ne sont pas les poèmes d'amour hein, au XVIe siècle, ce ne sont pas des poèmes d'amour qui nous parlent d'amour de réellement Cassandre Salviati, pas plus que finalement les hommes parlent d'amour quand ils parlent d'amour, parlant d'une vraie femme, mais ça c'est mon interprétation personnelle. Ce que l'on a là bien plutôt à mon avis me semble-t-il, c'est... Enfin non, ça c'est ce que j'ai appris en cours. Donc moi j'ai eu les Amours de Ronsard en prépa, en cagne, sur ma première cagne, et c'était revenu du Ronsard, mais pas les Amours, sur ma première agrègue, avec les discours des misères de ce temps. Et j'en avais un petit peu bossé en master, mais pas beaucoup. Voilà, pour resituer un peu pour moi mon rapport à Ronsard. J'en ai eu à la fac, et donc j'avais eu Cassandre en prépa, et ça a ajouté Marie-Hélène à la fac. Pour ma L3, je crois, quelque chose comme ça, pour ma L2 ou ma L3. Donc ça avançait de concert, et bien. Donc gros recueil, hein, un des très gros recueils de l'histoire littéraire française, et qui est 100% Ronsard, bon évidemment parce qu'il appartient aux Amours de Cassandre, et donc plus largement aux Amours, hein, à ce recueil de poèmes amoureux de Ronsard. On est en plein lyrisme français, alors les Amours ce serait plutôt un titre par exemple thématique, mais on est quasiment en titre thématique parce que finalement alors on a essentiellement des sonnets mais pas exclusivement ni uniquement. Ça c'est pas comme dans la Délie hein, de Maurice Ève qui est tout entière composée de 10 ans. Je vais m'asseoir de façon plus confortable. Donc là, ce qui va se passer avec le recueil des amours, c'est ce jeu de variation qui va mettre le poète, le jeu lyrique qui se représente. C'est des formes d'autofiction hein, du XVIe siècle, avec une dame qui s'échappe, qui est vraiment une espèce d'incarnation terrestre de la Diane chasseresse, et qui va lui échapper. Et donc on a ainsi un schéma amoureux entre le jeu poétique et la dame, qui est un schéma très belliqueux, très guerrier. Ça me paraît pas du tout anodin, comme fait. Et dans ce schéma, dans cet ensemble très guerrier, hein, donc Cassandre, c'est pas... bon, voilà, a priori, c'est le choix du prénom hein, qui fait le choix de la muse. Et ça, c'est logique, puisque, évidemment, le prénom, il vient, il revient, c'est le titre du recueil, enfin... Enfin, comment dire qu'un nom n'est pas un détail quand on est un poète, un nom ou un prénom. Et dans ce que c'est un évocateur, bon, voilà. Et c'est là aussi où on voit que bon, mais si votre choix amoureux se porte sur une personne en raison de son prénom, c'est pas la personne qui vous attire, c'est le jeu poétique qui s'en dégage. C'est ça que ça veut dire. Et donc, voilà, les choses se placent et se font ici à ce niveau-là. Et donc Cassandre, c'est ce recueil belliqueux. Dans cet ensemble plutôt belliqueux, hein, que sont les Amours de Cassandre, on a évidemment dans ces variations quelques nuances de la puissance, mais surtout de l'impuissance du poète. Et c'est le cas de ce poème. Alors, il faut quand même dire que Les Amours de Cassandre a une particularité que l'on oublie, c'est que c'est le premier recueil de poésie qui a été publié avec une notice explicative. Et ça, nos profs nous expliquaient bien que c'était le génie marketing de Ronsard, auto-institué prince des poètes, et c'est vrai. Et aussi qu'il l'est. Il se joue dans Cassandre, en fait, on est dans une poésie qui est richement ornementale, qui correspond à cette défense et illustration de la langue française,
Ronsard est un des poètes de la Pléiade. Et ce qui se passe aussi donc avec notamment une invention lexicale, on va un peu l'évoquer, mais la recherche d'un enrichissement très très marqué de la langue française. Et donc un enrichissement qui va passer par un ennoblissement qui chez Ronsard se manifeste très très fortement par le recours à la mythologie gréco-latine. Et, globalement à la culture gréco-latine, mais en particulier à la mythologie, évidemment Cassandre. Dans ce cas-là, Cassandre, c'est aussi une des figures de la guerre de Troie. Et là, on le voit dans ce poème, il s'agit d'une remotivation des mythes, des métamorphoses, et en particulier des métamorphoses de Zeus. Donc là, on est au croisement d'un intertexte ovidien, plus largement d'une culture antique, et d'un renouvellement de cette poésie dans des formes, j'ai envie de dire, presque plus chantantes. Et ça, en fait, c'est un des grands enjeux de ce texte, au-delà de la présentation d'une histoire ou de scénettes, c'est déjà, en fait, de s'appuyer sur ces mythes anciens pour l'ennoblissement de la langue, la grandeur poétique. C'est comme de la battle de rap, il s'agit de montrer qu'on est le plus fort. Et on va être d'autant le plus fort qu'on va récupérer à son propre compte la grande culture, la haute culture antique, et bien finalement en la trivialisant, en la rendant quotidienne. C'est ce que fait, d'un point de vue éditorial, Ronsard en demandant, alors j'ai oublié le nom de son auteur, mais voilà, de la personne donc, qui va venir expliciter les références très savantes de sa poésie, ce qui permet officiellement de donner un accès plus libre à une poésie difficile, mais en plus, et surtout, et c'est là le génie du marketing, d'en montrer la difficulté et le caractère élitiste, et donc en visibilisant l'accessibilité, en gros. C'est intéressant, hein. Ça, c'est à peu près ce qui va se passer déjà dans Ronsard. Qu'est-ce qui se passe après dans ces deux quatrains de tercets qui font un sonnet, on rappelle, forme italienne. Et donc, en fait, on a ce croisement entre une culture antique et une culture plus moderne qui vont venir s'entrechoquer. Et bien ça, c'est... aujourd'hui, il ferait du rap. Il ferait complètement du rap. Et ça se jouerait là, la reprise. Donc, on va avoir, en fait, un grand sonnet de l'impuissance, mais d'une impuissance qui n'est pas donnée avec un registre qui serait par exemple pathétique ou élégiaque, mais qui va très étonnamment, par le conditionnel, complètement s'adonner à un registre franchement érotique. Et cet érotisme, il est bien sûr... j'ai signalé l'alternance des rimes féminines et masculines, ça ne suffirait pas, parce que ça, c'est une petite chose dans un ensemble plus vaste, mais ça va avec, évidemment, ce qui est raconté, c'est-à-dire le fantasme inassouvi et irréel et irréaliste d'être Zeus pour faire l'amour à Cassandre. De différentes façons, Zeus a fait l'amour à différentes femmes qui elles-mêmes ne sont pas nommées. Seule Cassandre apparaît comme grand amour. Et cela, finalement, pour valoriser la femme aimée, etc., mais montrer aussi ces métamorphoses que ne fait pas le poète. Est-ce que les faisant poétiquement, on va avoir quelque chose de l'ordre de la performativité ? Non. Pas directement. Moi, je pense que ça, c'est outré. C'est un peu le genre de lecture vers lesquelles on nous a amenés en prépa. Je trouve ça un peu con. En revanche, ce qui me semble beaucoup plus clair et beaucoup plus net, c'est que ces lectures, elles permettent de susciter des images mentales. Et c'est là qu'on va avoir toute une espèce d'ambivalence profonde du poème qui va aussi aller avec, ce qui est très frappant ici, sa douceur. Alors, érotique, on l'a aussi au niveau donc, de la douceur
on le reprendra en détail, des sonorités, des images, de la façon dont les images se mettent en place, 3 images principalement, à la connotation érotique, sexuelle, très forte. Amoureuse bien sûr, mais surtout en fait sexuelle. Et cette sexualisation de la relation, très forte, elle vient de l'ensemble du recueil, mais spécifiquement dans ce poème, donc de la reprise de Zeus, qui est quand même un modèle de virilité sexuelle. Avec cette étrangeté que les rapports amoureux de Zeus sont quand même globalement des viols, souvent par ruse, qui sont ici repris comme plutôt comme des stratagèmes amoureux que comme des ruses qui seraient du côté de la contrainte. Et donc ce qu'amène la douceur, c'est l'effacement, au moins esthétique, de la violence qu'il y aurait dans ces rapports si jamais ils se concrétisaient tels que les fantasmes le jeu poétique. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué. On y va un peu plus en détail. Allez hop, j'attrape la tisane, un petit tilleul. Et c'est y part. Donc ça en fait, on le voit bien parce qu'en fait c'est un conditionnel qui ouvre le poème. Je voudrais bien, richement jaunissant, en pluie d'or, goutte à goutte descendre. Alors, même si on reste que sur ces 2 vers, on va rester d'abord sur ces 2 vers, c'est le jeu qui ouvre, et qui va mettre du côté du jeu poétique, et là j'ai envie de dire autant du jeu que de la poésie. Du jeu, première personne du singulier. Il ne s'agit pas de Cassandre, il s'agit du poète aimant. Et ça c'est hyper important de le dire et de le rappeler. Toute cette poésie amoureuse, elle ne parle pas des femmes ou d'une femme ou d'une figure poétique, elle parle de la façon dont le poète aime ou raconte qu'il aime. D'une manière générale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais ça reconfigure quand même un peu les choses par rapport à la poésie amoureuse, c'est qu'on aime les femmes. C'est pas vrai. Donc, je voudrais bien, on a ici un splendide donc conditionnel qui marque les réalités, qui va marquer une condition qui n'est jamais remplie, et donc tout le poème est placé sous le sceau de cet imaginaire, ou de cette imaginerie, de cette rêverie poético-érotique, poético-mythologico-érotique. Et en fait, ce qui va marquer une irréalité ici, c'est le conditionnel, et là où on devrait avoir un autre degré d'irréalité, de distanciation, les choses s'estompent, puisqu'on n'a pas d'outil de comparaison, par exemple d'un com, mais on va avoir directement une métaphore, et cette métaphore, comment se construit-elle ? Richement jaunissant, en pluie d'or, descendre, etc. Elle va se construire par cette proposition participiale autour d'un participe présent qui est jaunissant, qui lui-même est en fait apposé au sujet. Enfin, qui est en épithète détachée, qui n'est pas apposé au sujet je. Et donc finalement, alors, c'est pas une participale, je suis en train de le reprendre, c'est richement jaunissant, oui, c'est en épithète du jeu, mais plus exactement dans le support de l'infinitif qui n'est pas exprimé, je voudrais bien descendre dans le giron de ma belle. Mais qui est comme repoussé par ce participe présent, richement jaunissant, qui se rapporte donc aussi bien au support de l'infinitif non exprimé, que à ce jeu qui ouvre le poème. Et c'est logique puisque c'est le même sujet logique, et qui va ainsi faire le pivot de l'un à l'autre. On peut noter que c'est une structure syntaxique qui est extrêmement pas courante, extrêmement rare, qui fait partie bien sûr de cette défense illustration de la langue française, donc du manifeste du Bellay, avec quelque chose d'assez surprenant, qui est ces mots en ment, en nasal, des mots longs, un adverbe, un participe présent, l'un à côté de l'autre. Normalement, ça devrait être moche. Chez Ronsard, ça rend plutôt bien. Avec finalement, cette
étrangeté sur l'instabilité même du jeu poétique. En fait, voilà, jamais le jeu poétique ne se compare explicitement à Zeus, et jamais même la comparaison n'est explicitée. Parce que la rêverie poétique, elle ne veut pas être comparée, elle voudrait vivre le mythe. Et donc c'est le mode du verbe qui va porter toute la charge onirique ou hypothétique ou conditionnelle, voilà, toutes les réalités. Ce qui fait que ce que l'on va lire ensuite, notamment parce qu'il s'agit ici d'un participe présent, d'un infinitif, etc., de mode non temporel, va donner l'impression de scènes s'écoulant. Et s'écoulant avec une certaine lenteur, ce qui est renforcé par le goutte à goutte descendre. Et ça, c'est extrêmement malin au niveau des marques de temporalité qui vont donner l'impression d'une scénette finalement assez courte, mais qui va durer aussi une éternité. Exactement comme une image, comme une vignette, comme une gravure. Exactement aussi comme quand on fait l'amour et que les temporalités ne sont plus les mêmes. Donc, je crois vraiment qu'ici, on est dans ce qu'on peut ramener du côté d'une temporalité érotique. Et finalement, voilà, le brouillage entre la réalité et les réalités, il va se faire encore dans le fait que Danaé, par exemple, n'est pas citée du tout. On va la reconnaître à cet attribut qui en fait est l'attribut de la métamorphose de Zeus, qui n'est donc pas nommé non plus. Et une métamorphose qui n'a pas lieu. Cassandre est elle-même Cassandre. Donc en fait, il ne s'agit pas, le poète n'a pas envie de coucher avec Danaé comme l'a fait Zeus, il a envie de coucher comme Zeus avec Danaé, avec Cassandre. Donc de voir le mythe se faire réel, ce qui met évidemment Cassandre au niveau de Danaé, mythification bien sûr, mais ce qui met également le jeu poétique au niveau de Zeus, tout en soulignant finalement une forme d'impuissance, parce que quelque chose ne se fait pas, mais qui se raconte, et visuellement qui se raconte de façon quand même assez visuelle dans la poésie, et qui se fait de façon visuelle, mais qui est aussi inscrite dans le temps, et cela paradoxalement avec des modes non temporels du verbe. On va reprendre. En pluie d'or, goutte à goutte descendre dans le giron de ma belle Cassandre, lorsqu'en ses yeux le somme va glissant. Alors là, on va avoir l'or qu'en ses yeux, Les 3 premiers vers, quand on va rajouter dans le giron de ma belle Cassandre, ils vont renforcer l'impression d'hypotypose, de tableau extrêmement vivant. Alors l'hypotypose, le problème c'est que c'est une figure de style, c'est vraiment pour gamme Saint-Gall, qui n'a pas de marqueur stylistique défini. Moi, je suis jamais très convaincue non plus par l'hypotypose. En tout cas, on peut souligner ici la visualité du mise en place dans le poème, avec le jaunissant qui donne vraiment la couleur, avec un participe présent qui est très étonnant, et qui pourrait être négatif, mais qui va avoir une charge positive très rapidement, qui est d'emblée positive avec l'adverbe antéposé richement. Cette étrangeté d'avoir 2 nasales, 2 mots en qui se succèdent, mais bon, mais ça, je sais pas pourquoi ça fonctionne. Ou même 3, hein, bien, richement, jaunissant. Et je pense qu'on peut distinguer le bien en un quand on parle vraiment bien français, qu'on n'a pas un fond de rime comme moi. Repris ensuite immédiatement en pluie d'or. Et donc ça, en fait, on a ici une circonstancielle, un groupe circonstanciel, qui aurait pu arriver juste après jaunissant, mais qui est comme détaché au vers 2. Et ça va déjà amener cette espèce d'effet de dilatation d'un vers à un autre qui est prolongé tout de suite par un autre complément circonstanciel, goutte à goutte, qui va donc marquer, bien sûr, un écoulement temporel, mais qui permet aussi de reprendre la pluie d'or. Donc on a richement jaunissant qui est quand même globalement positif, et qui est immédiatement repris en pluie d'or, qui normalement a une charge positive, et qui va donc avec ses gouttes. Descendre donc dans le giron de ma belle Cassandre. Descendre et Cassandre vont rimer,
Descendre ici, normalement, a pour sujet logique le jeu poétique. Mais il rime avec Cassandre, ce qui va amener un rapprochement déjà par la mise à la rime. Du verbe et du nom, et ainsi une espèce de proximité entre le sujet logique, le jeu poétique, et Cassandre. Donc en fait, tout va mimer ce rapprochement érotique. Bon, le giron, c'est le ventre, mais on voit aussi comment le giron peut être une métonymie pour le vagin. Et avec une appropriation qui est déjà celle qui est marquée par le déterminant possessif. Ma belle Cassandre. Bien sûr, la charge érotique, elle est encore plus forte si vous considérez la liquidité de cette pluie, qui n'est pas sans rappeler la décharge spermatique, voire l'urine, la pluie d'or, etc. Donc là, on peut avoir comme ça des lectures qui vont être plus ou moins grivoises de cette scénette et de cet épisode, qui a en quatrième vers, qui va donc clôturer le quatrain, clore le quatrain, encore une indication par la circonstancielle temporelle, l'orque en ses yeux, le somme va glissant, ce qui permet donc de rimer, jaunissant glissant, avec deux participes présents du deuxième groupe, ce qui fait en plus des rimes riches. Est-ce que c'est bien riche? I-100. Oui, ouais. I-100. Est-ce que ça compte en moyenne ou riche? Vous me direz ça dans les commentaires. Mais donc il y a voilà, une espèce d'indication temporelle qui prend Cassandre pour référence, mais qui prend paradoxalement pour référence dans sa disparition, ou en tout cas dans l'altération de sa conscience par le moment du sommeil, et donc en fait par le moment où Cassandre peut céder. Donc là, on retombe sur tous les thèmes de la Cassandre au regard qui tue, Cassandre un peu médusante, la Cassandre qui provoque l'impuissance, et ici, Cassandre, par la fermeture des yeux liés au sommeil, bien finalement, l'acte réel peut passer pour un rêve. Donc on voit comment un mythe au conditionnel permet une comparaison entre le jeu poétique et Zeus, Cassandre et éventuellement Danaé. En tout cas, ce qui va surtout être ramené sur le devant de la scène visuellement, c'est l'image de la pluie d'or. De la pluie d'or pénétrante. C'est quand même, ce qui se passe quand même une façon de dormir des plus ouvertes, et pas qui est plus érotique que reposante, très concrètement, et qui conduit ainsi, et qui s'achève donc sur cette circonstancielle qui marque en fait la perte de conscience de Cassandre, c'est-à-dire dans nos yeux contemporains, et pas tous les yeux contemporains, on le voit aussi bien, notamment quand on écoute les infos, sur ce moment d'une séparation entre la veille et le sommeil. Quelque chose ne se joue pas là. Enfin, ou plutôt, c'est le moment de la perte de conscience. C'est de ce moment-là que rêve le jeu poétique, pour son mythe. Mais la périphrase permet de ne pas dire le moment où, etc. Pour ramener le tout, la rêverie du côté du rêve, avec une espèce de brouillage entre une rêverie poétique et le sommeil, en fait littéralement la perte de conscience. Pour être très explicite, ce qu'on a ici de représenter, comme un fantasme ou une rêverie, c'est ce qui correspond dans la définition du viol actuel de la loi française à un viol. Contrainte, menace, violence ou surprise. Ici, on est dans la surprise, puisque Cassandre n'est pas consciente. Ou on est, en fait, et c'est là où il y a quelque chose d'assez pervers dans le poème, on n'est pas à un moment où Cassandre serait vraiment en train de dormir. Imaginez Cassandre en train de ronfler et de baver sur son oreiller. C'est pas ce moment-là qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le moment du trouble. Parce qu'on est, en fait, on le sait, on peut avoir des hallucinations avant de dormir, notamment, vous voyez, quand vous vous réveillez comme ça, donc... En fait, ça, c'est des moments de raidissement sur le moment où on s'endort. Mais ce qui peut se passer également aussi, etc., plutôt,
Là, c'est la recherche c'est ce qu'on appelle les vertiges ou les... ah, c'est un mot, mais c'est l'hypnagogique. Ces espèces d'images imaginaires qu'on a dans les yeux avant de s'endormir. Et donc finalement, ça amène à avoir une image très visible, très visuelle, hypotypose, etc., dans ce premier quatrain. D'autant plus visuelle qu'étant mythologique, elle a une riche histoire picturale. Donc elle est parfaitement représentée, donc elle va susciter des images chez les lecteurs, les lectrices lettrés de Ronsard, mais enfin, au XVIe siècle, hein, qui lit à part les lettrés, ce genre de poème. Donc les images sont normalement assez automatiques, et ce, alors que chez Cassandre, c'est le moment où en fait la fiabilité des images est mise en doute, en raison de l'arrivée du sommeil. Et moi j'ai envie de dire, tout ce qui est absolument sexy ici, finalement, c'est qu'à l'impuissance du poète répond dans la rêverie, l'impuissance où, quand on baisse sa garde, de Cassandre, c'est-à-dire finalement que l'érotisme, il est aussi représenté parce que Cassandre est une espèce de citadelle imprenable, et va amener tout un ensemble de métaphores guerrières ou de la polyurcétique. La polyurcétique, c'est l'art d'assiéger les villes, comme des femmes, ou des femmes comme des villes. L'art du siège, hein. On fait des blagues sur le cul, littéralement. Là, il va y avoir vraiment quelque chose de représenter, mais qui n'est pas dans le registre gaulois et grillard. Et gaulois et grillard, c'est pas Depardieu, hein. C'est quand même censé être plus léger. Et encore ça, je pense qu'on y reviendra. Mais en tout cas, ici, voilà, les choses vont se jouer vraiment sur ça. Voilà, sur le fait que c'est la limite. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'elle soit inconsciente qui est drôle, c'est qu'il y ait ce trouble. Et d'ailleurs, ce n'est pas drôle, c'est érotique, c'est sexy. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il faut qu'elle le sache et qu'elle le sente, et en même temps, qu'elle ne puisse s'en défendre, ni le dénoncer ensuite. Donc, ça renverse la vapeur par rapport à qui est Cassandre, pour en faire un personnage qui va jouir malgré lui, en fait, et que l'on va forcer à jouir. Et donc l'impuissance affichée par les conditionnels du poète devient celle fantasmée de la dame. Est-ce que pour le coup il y a du viol ou du fantasme de viol? Moi je suis plutôt du fantasme de viol. Mais justement, d'un viol qui est vraiment pile poil à cet endroit-là. Et c'est pour ça que cette strophe elle est aussi importante. On continue. Puis je voudrais, parce que voilà, une scénette une autre, hein, en taureau blanchissant me transformer pour sur mon dos la prendre. Quand en avril par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs, ravissant. On va un peu rester là. Donc là, on a un puits, voilà, une scène puis l'autre, ce qui montre une espèce de succession autant de fantasmes que d'actions érotiques. En fait, les fantasmes s'enchaînent comme peuvent s'enchaîner les cabrioles, quoi. Retour du je voudrais, hein, qui est quasi anaphorique et qui va scander. Ça crée du rythme. Et ce rythme-là aussi, il est érotique. Il va aller du côté de ce qu'on appelle la langueur. Il y a du rythme, mais en même temps, on prend son temps pour aller bien profond. C'est extrêmement érotique. En taureau blanchissant, donc là on voit comment, en pluie d'or, en taureau, on va avoir une image qui elle-même va être plus puissante. Et donc toujours le même réservoir mythologique. Et on voit comment une couleur répond à l'autre, et donc on a bien sûr un jeu de virtuosité qui est splendide. Hein. C'est magnifique comme poème. Mais c'est un peu malaisant. Le jaunissant, ici, est repris donc par blanchissant, et à la rime avec immédiatement glissant, et qui va ensuite aller avec ravissant. Et c'est intéressant comment finalement les couleurs... Voilà. Donc le somme va glissant, il va glissant en elle, mais ce n'est pas le seul qui va glissant. Ça, je ne l'avais pas dit sur la strophe précédente. Lorsqu'en ses yeux, le somme va glissant, mais finalement, je pense que l'espèce de syntaxe avec
le participe présent en épithète détaché précédent favorise une lecture où va glissant ou glissant ne serait pas relié que à ce qui précède, à savoir le somme, ou le somme va, en glissant, mais pourrait aussi aller avec le jeu poétique. So. Et donc là, en taureau blanchissant, et bien sûr, bon, ben, en fait c'est la manière, hein, le en taureau blanchissant, dont les choses se font, et qui permet de dire, à nouveau d'adopter hein, ce personnage imaginaire nouveau, cette transformation, cette métamorphose nouvelle du jeu poétique, donc qui passe de la pluie au taureau, mais qui va garder ce paradigme d'une couleur, une transformation en couleur. On avait le jaune de la pluie, et là on va avoir le blanc du taureau, et évidemment le taureau qui embarque Europe, le très beau taureau, mais en fait qui est l'auteur d'un rapt. Un rapt, c'est-à-dire une métonymie ou en fait un préalable, un viol. Enfin, il faut peut-être l'expliciter. Hein. Et donc ça, on va le voir d'autant, donc même structure, qui semble en plus très simple. Et qui, ne disant pas le mythe, amène à le reconnaître. Et on est censé reconnaître ce mythe, c'est un bon lecteur. Mais si jamais on ne le reconnaît pas, bah les images, elles sont belles quand même, et le poème fonctionne quand même. Ça va amener plusieurs niveaux de lecture. A priori, on est quand même plutôt censé le reconnaître. Mais, étant raconté sans les noms, etc., il gagne une simplicité, une quotidienneté. Il semble presque réaliste. En taureau blanchissant, me transformer. Alors là, on va avoir quelque chose qui est quand même, qui va plus afficher la métaphore, ou du moins la métamorphose, avec le verbe transformer, pour, hop, un petit but, sur mon dos, la prendre. Et ça, en fait, on sait presque plus. Donc ça, c'est pour sur mon dos la prendre, c'est-à-dire pour qu'Europe monte. Donc Europe à l'Escassandre, si on prend la métamorphose, monte sur son dos et puis zoom, ils s'en vont. Sauf qu'en fait, l'image que l'on peut avoir, qui va être une deuxième image de lecture plus érotique, c'est de prendre Cassandre en étant moi-même sur le dos. Ça s'appelle la position de l'Amazone. Donc on peut avoir une visualisation à plusieurs niveaux. La gravure, et c'est là où la littérature gagne des points hein, par rapport au dessin, la gravure avec le taureau Europe dessus, et en général, on a quand même plein de moyens de rendre ça assez érotique. Deuxième niveau, voilà, Cassandre directement assise sur le jeu poétique. À nouveau, une proposition qui marque l'ancrage temporel, qui est un ancrage tout aussi absolu et peu précis, hein, quand en avril par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs ravissant. Et donc là, le temps, il est parfaitement celui classique du printemps de la Reverdie, le temps, le printemps des poètes, hein, et donc il permet de réactiver la comparaison, Cassandre fleur, la dame en fleurs, fleurs parmi les fleurs, fleurs éclipsant les fleurs, avec tous les jeux d'hyperbole, une et les fleurs, et donc fleurs gravissant les fleurs parce qu'elle les ramasse, mais aussi elle les éclipse par sa propre beauté. Donc on est dans des hyperboles qui sont particulièrement convenus, mais qui vont fonctionner justement parce que la syntaxe semble particulièrement simple. Alors ça va avec les hyperboles, expression du plus haut degré, superlative, hein, l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs. Alors fleur, encore une épithète détachée, un fleur se rapportant ici à elle. Et ça fait quelque chose de l'ordre d'une école du lecteur, c'est-à-dire, on a l'habitude de cette syntaxe avec des épithètes détachées, des choses en épithètes détachées, et que notre cerveau y fasse le lien. Et donc ça va amener des lectures qui vont être aussi plus ou moins érotiques, hein, comme je le signalais déjà. Mille fleurs ravissant. Donc là, on voit aussi ravissant pouvant être accueille les fleurs, elle les éclipse, mais aussi les fleurs sont ravies parce qu'elles la voient. Et ravissant, c'est bien sûr aussi le verbe ravir. C'est aussi un verbe qui peut signifier l'orgasme. Donc, elle est une fleur parmi les fleurs qui ravit les autres fleurs. Alors, mille fleurs ravissants, on ne sait plus lesquelles sont ravies en fait dans tout ça. Après aussi plutôt les mille fleurs qui sont ravies. Donc en tout cas,
le verbe avec sa connotation érotique, qui n'est pas forcément directement et graveleusement activé, va quand même rajouter encore de cette connotation érotique. Et c'est pour ça que ce poème, il semble aussi joli, parce qu'on sent bien toute la charge érotique de ce qui semble retenu, et qui n'est pas tant que ça quand on regarde le texte de près. Mais l'impression qu'il y a une retenue et beaucoup d'érotique en même temps donne une impression de douceur, alors qu'en fait, les actions qui sont décrites correspondent au moins à une définition pénale actuelle du viol en France. On continue. Et puis voilà, la simplicité des termes, l'herbe, tendre, donc prendre et tendre, ça accentue la douceur, hein, de mettre les deux à la rime. Ravissant va avec blanchissant, donc jaunissant, glissant, blanchissant, ravissant. Donc les couleurs vont avec des actions érotiques qui sont glissants et ravissants. Donc ça va charger la visualité d'une charge érotique d'autant plus forte. On a ensuite l'herbe la plus tendre qui va avec prendre au niveau de la rime encore, et en rime féminine. Donc l'impression de douceur, elle passe par cette mise à la rime qui occulte la force de ce qui est normalement un rapt, et alors que finalement ce qui est tendre ici, c'est l'herbe, hein. C'est pas l'amant. Mais on a tendance, cognitivement j'ai envie de dire, hein, mais à transférer cette tendresse à l'ensemble du poème, de ses actants et des actions. Retour encore, et cette simplicité du vocabulaire et des retours participe, on l'a dit, de la scansion rythmique et de la rythmique érotique du poème, mais également de sa quotidienneté. Hein. Je voudrais bien, hop là, donc on l'avait au premier vers, il revient, pour alléger ma peine, être un narcisse et elle une fontaine, pour m'y plonger une nuit à ses jours. Donc là, en fait, les deux tercets finaux vont fonctionner en encisame. On va commencer par l'un, puis aller vers l'autre. Et là, on revient sur le motif du poète très malheureux, et très... alors là, on l'a pas forcément en tête parce qu'on n'en aura fait qu'un, mais c'est vraiment un motif central. La dame, elle est vraiment très dure et très impitoyable, Cassandre avec son casque, etc. Donc, là, ce qu'il demande, ce n'est même pas d'être heureux, alors que quand même, ça rend plutôt heureux, hein, ce qu'il y a avant, et qui est une inversion hein, de la relation érotique. Il fait que ça, comme ça. Va recourir encore à un autre mythe qui, cette fois, est explicité, le Narcisse et la fontaine. Et c'est ici un mythe qui est censé être mortifère. Narcisse se noie. Mais on le voit ici, il ne s'agit pas de se noyer, mais plutôt de suggérer l'image d'une femme fontaine. Et je pèse mes mots. La liquidité ramenée du côté féminin, bien sûr, évoque le roman de la Rose, le grand roman d'amour médiéval, va aussi évoquer quelque chose d'assez immobile, d'impuissant aussi, hein, une fontaine, hein, finalement. La fontaine, c'est de l'immobilité, c'est de la mobilité, hein, c'est une eau courante, mais immobile, et travaillée, très artificielle. Et avec, donc, il serait un narcisse, alors là, on a une majuscule, je vais de parler de la structure des verbes, mais je ferai un commentaire. Donc reprise donc de ce mythe-là, cette fois qui est, je l'ai dit, plus précisé par le nom, qui va ramener finalement le poète de quelque chose, du côté de quelque chose de plus modeste. Hein. Narcisse par rapport à Zeus, c'est un peu plus humain. Mortifère aussi, puisque Narcisse meurt. Cette mort est ici complètement éclipsée pour amener plutôt l'idée de plonger dans la fontaine une nuit à séjour. Et ce séjour va ensuite rimer avec jour, hein. Donc peine et fontaine, qui pourrait aller du côté des larmes, mais on va pas du tout de ce côté-là. Là, on va du côté de la liquidité érotique. Et même de l'objectification, on peut dire, hein, avec cette comparaison à la fontaine, qui met le poète, le jeu poétique, dans une position de narcisse, donc une position médusante, hein, qui reprend encore ce motif du regard permanent hein, dans les amours de Ronsard, mais qui va quand même conduire à une action de la part de Narcisse et non de La Fontaine, puisque c'est Narcisse qui se plonge, et
très suggestivement la nuit dans cette fontaine. Ici, le rythme s'accélère. Alors, j'avais dit, on va faire une remarque sur le rythme. On n'est pas du tout dans du 6-6. Et on a au contraire des moments, plus de coupures avec des incises ou des incidents, des insertions de groupe. J'ai mentionné les épithètes détachées. Elle va, fleur, mille fleurs ravissant. Et ça, donc hop, alors, au niveau des liquidités, des sons, on a noté les nasales, qui vont hop, être mimétiques du gémissement amoureux. On va noter aussi, ça c'est appelé par le conditionnel, les liquides en R. Et ça, toute cette liquidité va amener cette douceur et cette tendresse érotique à l'ensemble. Et là, on le voit avec aurore, jour, encore. Ces jours qui vont finir et qui reprennent descendre, prendre, tendre, Cassandre. Donc tout ça, ça rime. Ça rime, ça se rappelle, ça se répond, ça entre en écho de façon très, très fluide. Et on voit avec le passage des quatrains au tercé une accélération qui est appelée par la structure rythmique enfin la structure versifiée du sonnet, qui est d'autant accélérée par la reprise en « et si voudrait ». Donc là on a l'effacement du jeu poétique, ça permet de gagner du temps. Et comme une espèce d'insistance par le placement en début de vers. Donc ça va permettre de coordonner, de donner aussi une impression d'accélération, de la conjonction de coordination, et que cette nuit encore. Et en fait, on n'a pas de vers qui vont être vraiment symétriques, mais on va plus avoir des mouvements de en fait, va-et-vient, quoi. Tout le poème est rythmé par des mouvements de... Puis je voudrais, en taureau blanchissant, court, long, court. Et ça donne encore cette impression de longueur et d'accélération permanente, complètement coïtale. Et si voudrait que cette nuit encore, donc là on va passer de une nuit, charge érotique forte, à cette nuit encore, qui va parler de la situation d'énonciation et qui ramène dans le présent, c'est-à-dire que le brouillage de conscience que l'on avait noté sur le sommeil de Cassandre, et se retrouve dans la deuxième strophe, dans le deuxième quatrain, par ce jeu sur mon dos l'apprendre, où on n'est pas très sûr de ce que l'on voit et de ce que l'on se représente, et où la prise de force d'Europe est complètement effacée s'agissant de Cassandre, ce qui nous amène ici à encore une inversion avec Narcisse à Lune Fontaine, puisque c'est... la plongée mortifère devient une plongée érotique. Et là, ce que l'on a, c'est un nouveau trouble passant d'une nuit à cette nuit, donc la situation d'énonciation elle-même. Alors, cette nuit, en fait, il est cataphorique, il reprend la nuit qui était citée, mais il va donner une impression déictique en parlant de cette nuit-là que je désigne en tant que jeu poétique. On y est sur les ambivalences du référent, et ce sont ces ambivalences référentielles qui vont fonder le brouillage, qui est à la fois à l'origine de l'impression de douceur et d'érotisme du poème, et qui est 100% ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire en fait, ici c'est pas l'esthétisation de la violence, ici ça va être globalement l'enfumage le plus complet. Et si voudrait que cette nuit encore fût éternelle, et que jamais l'aurore, pour m'éveiller, ne ralluma le jour. Et donc finalement, ici, on a un effacement complet de Cassandre, au profit du plaisir de la nuit. Et donc, c'est-à-dire que la volonté, elle n'est plus dans l'action, mais dans la prolongation, dans la dilatation de cette action, marquée métoniquement et pudiquement par cette nuit, et le désir d'une nuit qui n'en finirait pas, alors avec retour ici mythologique, l'aurore en allégorie avec un A majuscule, etc. Et donc finalement, la nuit durerait toujours, en ne réveillant jamais le poète, ce qui ramène encore une fois à une espèce de sortie du poème, c'est-à-dire de la référentialité qui aurait pu être réaliste, bien sûr qui reste mythologique. En gros, tout le poème est marqué sous le sceau du conditionnel, ce sont des choses qui sont voulues et qui n'arrivent pas,
Et le vœu est encore de ne jamais être réveillé, c'est-à-dire de continuer à rêver. Donc le rêve est encore réaffirmé dans le concetto, dans la pointe finale. Mais tout ce qui fait l'objet même de ce rêve, lui, ressemble plutôt quand même au pur plaisir du poète, sans aucun consentement ou réciprocité particulière avec Cassandre elle-même, qui est toujours vue finalement un peu de l'extérieur. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose de profondément pervers dans ce poème qui reste superbe. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on parlera de 2024 à un moment.